Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Luc Broussy, le président de France Silver Eco. Bonjour Luc. Bonjour. Alors quelques chiffres, France Silver Eco là, pour 2021, quelques chiffres. Pas des chiffres, une dynamique. Une dynamique. On a de plus en plus d'entreprises ou de collectivités locales qui rejoignent France Silver Eco parce que ils ou elles ont envie de participer à cette dynamisme, à cette évolution qui est celle de la Silver Economy aujourd'hui, qui a une fois de plus la particularité d'unir à la fois et de rassembler à la fois des entreprises, grandes et petites, mais de rassembler aussi des associations, des professionnels du médico-social, mais aussi des collectivités locales et de plus en plus de collectivités locales, régions, départements, métropoles, qui ont bien compris que le développement économique autour du vieillissement était un des enjeux majeurs des prochaines années. Il y a une prise de conscience. Est-ce que le Covid a aidé, justement la crise Covid a aidé à cette prise de conscience ? La prise de conscience, elle est vraiment en forte progression depuis quelques années, mais la crise Covid, elle a, par exemple, fait prendre conscience que le numérique pouvait être un facteur de lien social. Jusqu'ici, au fond, on opposait un peu le robot et l'humain. Et la crise Covid, notamment à travers les moyens que nous avons mis en œuvre pour que les familles et les personnes âgées, notamment en EHPAD, puissent continuer à avoir des relations sociales, ça a vraiment modifié la façon finalement dont les uns et les autres appréhendent aujourd'hui la question du numérique et la question du grand âge. Le numérique, c'est une vraie question et ça peut faire peur aussi. Il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent, est-ce que demain, le numérique, les robots vont remplacer l'humain ? Eh bien, la réponse est non. Voilà. Ça, c'est bien l'enseignement. Ça, c'est bien parce que c'est clairement l'enseignement. Ouais. Nous, on a toujours pensé que non, mais c'est clairement l'enseignement de la crise. On a montré que, à la fois, quand c'était bien utilisé, la question du numérique pouvait être un facteur, une fois de plus, de lien social, de facteur de lutte contre l'isolement social, mais aussi, quand même, on l'a redit tout à l'heure avec la ministre, près de 10 000 personnes âgées meurent chaque année de chute domestique. Or, comment ne pas se servir de tous les outils domotiques notamment, qui vont demain faire qu'un logement sera adapté aux fragilités. Donc non, partout où c'est utile, le numérique, les nouvelles technologies vont être des atouts formidables, au contraire, pour vieillir en sécurité, pour accompagner les gens, pour prévenir la dépendance. Tout le monde est déjà avec son petit iPhone en train de calculer son rythme cardiaque, son poids. Ces habitudes-là vont être de plus en plus fréquentes et vont, à mon avis, améliorer la culture de l'anticipation, la culture de la prévention. Oui, l'anticipation, je crois que c'est l'un des maîtres mots. Quelle est votre attente pour 2022 ? Qu'est-ce que vous attendez peut-être comme progrès, comme progression ? Assez naïvement, j'attends que l'élection présidentielle soit le prétexte à ce que le vieillissement, qui est un phénomène heureux une fois plus, qui n'est pas une catastrophe. Absolument. Tout le monde a envie de vivre le plus vieux en bonne santé. Oui. Donc que ce débat puisse être au cœur du débat présidentiel, ce serait vraiment passionnant. Et puis ensuite on ait du vieillissement une vision beaucoup plus transversale que l'on a aujourd'hui. Moi je plaide, je l'ai fait dans mon rapport, je continue à le faire, pour qu'à un moment donné, au niveau des villes comme au niveau de l'État, la question du vieillissement ne soit pas seulement une question sanitaire et médico-sociale, que la personne âgée ne soit pas réduite à son seul statut finalement de fragile, mais que la politique du logement, la politique de la ville, la politique des mobilités, des transports, la politique de la culture, du sport, que tous ces maires adjoints ou ces ministres qui ne sont pas directement concernés par les personnes âgées participent désormais d'une politique de la transition démographique. Voilà, ça c'est mon vœu pour 2022, je l'ai préconisé dans mon rapport. J'espère que de ce point de vue-là, les choses vont avancer. J'ai l'impression quand même, au niveau de l'État et surtout même au niveau des collectivités locales, que ce message-là est en train de passer. Mieux vieillir, c'est vieillir chez soi, on est d'accord, ça reste le maître mot ? Oui, vieillir chez soi, à condition de redéfinir ce qu'est un chez-soi. Le chez-soi, c'est pas la maison avec un escalier, un jardin, où on chute et où on meurt. Donc le vieillir chez soi, ça nécessite qu'on redéfinisse la notion même de chez soi. On peut être chez soi dans un EHPAD, on peut être chez soi dans une résidence service senior, on peut décider de déménager du périurbain ou du semi-rural au cœur d'une ville, on peut décider, même si on est propriétaire, de redevenir locataire. Voilà, il y a toutes ces voies différentes qui vont se multiplier demain. Il faut bien comprendre que les vieux de demain avaient 23 ans en mai 68. D'accord, le début du baby-boom 1945, les 75 ans d'aujourd'hui, ils avaient 20 ans dans les années 60.
Donc ça va révolutionner aussi la façon d'appréhender le vieillissement. Tous ces gens qui ont été biberonnés à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme, arrivés à l'âge de 75-85 ans, eh bien, ils voudront maîtriser leur destin et on aura face à nous des citoyens qui veulent être maîtres de leur destin, y compris de leur vieillissement. Un nouveau logiciel à venir en tout cas. Merci beaucoup Luc, vous êtes formidable et vous donnez envie en tout cas d'y croire. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des services et des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité. Merci.